Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à cette dernière webconférence de l'année sur un sujet que vous nous avez réclamé qui s'appelle « L'immobilier de prestige, de la résilience à la réinvention ». Alors, je pense que je vais pouvoir présenter évidemment nos professionnels et maisons de luxe présentes aujourd'hui. Avec nous, Delphine Vier, Engel & Volkers, directrice marketing et communication. Delphine, bonjour, vous êtes à mes côtés. On est très heureux que vous soyez avec nous. Nicolas Ginon, Daniel Féot, directeur Provence. Nicolas, on peut dire ça? Provence-Côte d'Azur, nouvellement. Génial. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et puis, Jean-Luc Tonneau, directeur général et cofondateur d'Immoba Realty pour Coldwell & Banker. Donc, sur la… Je ne dis pas où vous êtes d'ailleurs, vous allez nous le dire, Jean-Luc. Vous êtes bien avec nous? On est sur la côte Aquitaine, oui, tout à fait. Eh bien, super. Donc, dans ce programme aujourd'hui, cette webconférence hébergée par Belle Demeure Luxe Résidence, évidemment, un segment très important dans le groupe SeLoger chez qui nous investissons énormément. Évidemment, on va dire du bien de nous, l'écran incontournable de l'immobilier de prestige en France, mais quand même 3 chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet. 3 millions de visites par mois, 60 000 annonces en ligne, 40% de part d'audience. L'idée, évidemment, c'est qu'on a un sommaire pendant ces 45 minutes qui vont nous occuper, et puis on gardera 10-15 minutes peut-être d'échange ou de questions. Bonjour Stéphanie, bonjour Marie-Bernard. D'abord, dans les grandes lignes, on va présenter des grands indicateurs, redéfinir le marché de prestige, donner quelques grands indicateurs 2024-2025, qu'on va pouvoir, en tout cas, ces données étant issues de nos équipes data, les confronter au terrain avec les maisons de luxe qui sont présentes aujourd'hui. Et puis, on terminera sur quelques perspectives sur ce marché du luxe. Et puis, peut-être par une partie un peu plus inspirante sur quelques leviers sur les attentes des porteurs de projets sur cette niche. Peut-être que, alors, si je quand même repositionner l'immobilier de prestige en France avec 2-3 chiffres, parce que c'est la première fois, en réalité, à ma connaissance, on veut bien être contredit, que sur l'ensemble des ventes de la transaction en France, on puisse aujourd'hui mesurer réellement quelle est la part de marché des transactions de prestige qu'on va redéfinir. Mais en gros, sur l'an dernier, les 845 000 transactions qu'il y a eu, 33 000 aujourd'hui correspondent à des transactions de prestige, avec 30% des transactions premium qui sont faites en Île-de-France, on va redéfinir ce qu'est le premium, et 40% d'ultra-luxe, on va redéfinir ce que c'est en PACA. Alors, je sais bien que les avis pourront être différents et on est là pour échanger, mais néanmoins, on a quand même un marché qui a redémarré, au dernier trimestre 2024 avec plutôt un début de reprise d'activité sur janvier 2025. Moi, je voudrais annoncer cette première bonne nouvelle-là. Et on va voir avec Nicolas, Jean-Luc et Delphine que tout est à tempérer, mesurer selon les secteurs, les segments, les saisons, les types de biens. Néanmoins, au niveau national, on peut donner une autre bonne nouvelle, c'est que sur la fin 2025, les syndicats immobiliers annoncent un atterrissage officiel, et on espère qu'ils ne vont pas se tromper, à 940 000 transactions. Donc ça, c'est quand même une deuxième bonne nouvelle sur le fait qu'il y a une dynamique qui a redémarré et qui se met en place, même si tout n'est pas aussi blanc et aussi noir, entre guillemets. Et puis, j'aime à citer, je ne sais pas si je devrais le faire, mais dans les bonnes nouvelles sur l'immobilier en général, c'est quand même encourageant, je pense, qu'un fonds comme Blackstone Europe décide en juin de cette année d'investir et de lever 10 milliards d'euros pour l'immobilier en Europe. Okay, je ne sais pas quelle est la part sur la France, mais voilà pour les bonnes nouvelles. Et après, on va voir ce qui est tempéré, ce qui est à faire préciser. Donc, il nous a semblé important cette année, puisqu'à chaque fois, on se pose la question, et d'une agence, d'une marque à l'autre, il n'y a jamais la même définition du luxe. Donc, on s'est dit, on va profiter cette année pour ne pas faire comme l'année dernière et de dire comment, ou ça représente quoi, et comment on pourrait le découper, ce marché du luxe, qui représente d'ailleurs différentes réalités selon les territoires. Donc là, on a une nouvelle méthodologie avec 3 marchés, 3 familles. Paris, 5 départements exceptionnels qui sont les Hauts-de-Seine, les Alpes-Maritimes, le Var, la Haute-Savoie, la Corse du Sud, et puis les autres départements. Et puis 3 gammes de prix que vous voyez à l'écran, inférieur à 1,6 million pour Paris, le premium, et il démarre
et pour les autres départements, ça peut démarrer à de 600 000 euros, c'est considéré comme du premium. Donc voilà la segmentation aujourd'hui qu'on propose ou qu'on peut constater. J'ai envie de vous poser une première question, dans l'ordre que vous voulez, sur est-ce que ce segment-là, ça correspond à vos marchés? Est-ce que vous vous y retrouvez? Ou est-ce qu'il y a des choses à dire ou à affiner, ou c'est un peu différent chez vous? On va dire que c'est un peu différent pour Provence-Côte d'Azur. On va avoir un mass market, alors c'est relatif, on reste dans du prestige quand même, mais on va avoir un mass market qui va être entre 1 et 3 millions d'euros, en tout cas sur les agences qu'on couvre, ça veut dire Aix-en-Provence, Marseille et le Luberon. Dès qu'on va sur la Côte d'Azur avec Saint-Tropez, on est déjà plus entre 4 et 8 millions d'euros pour un marché luxe et premium, et au-delà de 10 pour de l'hyperluxe. Ok. Est-ce que ça colle pour tout le monde? Delphine, quelque chose à dire? Quantitativement, on va se retrouver sur ces segments-là. Nous aussi, on est effectivement principalement présent à Paris sur la Riviera, donc pour moi, ça match à peu près. C'est une vision qui est très quantitative. Hein. C'est vrai que ma vision à nous, sur le luxe, on a très souvent la question, qu'est-ce que le luxe pour vous? Le luxe, ça peut être aussi d'avoir un petit appartement de 60 mètres carrés dans le 7e avec une vue incroyable sur les Invalides et voilà, à 25 000 euros du mètre carré. Voilà, on n'atteindra pas les 8 millions, on ne sera pas au-dessus, mais ça reste quand même des biens exceptionnels avec vraiment un investissement dans l'expérience de la vie parisienne. Voilà. Donc, bon, c'est deux approches, mais j'aime bien toujours regarder un petit peu le qualitatif. Ok. Jean-Luc, un point là-dessus? Oui, nous, de notre côté, on se retrouve tout à fait dans la colonne du milieu, qui est effectivement avec des petites différences selon qu'on parle du marché de Bordeaux, qui est de la résidence principale, ou le Cap Ferré, qui sont des résidences secondaires. Mais globalement, la colonne du milieu nous convient parfaitement. Nous, on est bien, ce sont bien les chiffres que l'on retient pour classer nos biens. Ok. On va regarder quand même, parce qu'au global, bien sûr que c'est le thème principal d'aujourd'hui. Néanmoins, on voit bien que c'est quand même un marché de niche avec deux indicateurs quand même très intéressants. Ces marchés du prestige, donc les trois segments, ne représentent entre guillemets que 4% du volume des transactions immobilières en France au général, mais en revanche, c'est 17% de la valeur globale des transactions. Donc ça veut dire qu'il y a moins de transactions, mais avec des montants d'honoraires évidemment très supérieurs. Et puis, si on veut, vous avez vu, on a précisé ce qu'était l'ultra-luxe, en gros, mais on voit bien que ce n'est que, entre guillemets, 400 transactions. Voilà quoi. Moi, je dirais que ça là-dessus. Je regarde si je veux. Voilà. Après, où se concentre le marché? Ça, c'est top intéressant, puisqu'on voit bien, encore une fois, que vous n'êtes pas là par hasard. Ça veut dire qu'il y a 3 grandes zones. En vérité, il y en a 4. Hein. Mais il y a forcément, allez, on va dire PACA au sud, toute la côte atlantique, et puis Paris-Île-de-France, et certainement qu'autour du Rhône-Alpes, on a beaucoup de stations de ski, où il y a en tout cas les Alpes et la Haute-Savoie. Mais voilà les spots, entre guillemets, où sont concentrés le marché du prestige en France. Avec, selon les couleurs, vous avez vu pour tout le monde les codes couleurs, hein, le premium plutôt en doré, le luxe plutôt en rose, l'ultra luxe en foncé. Donc, on ne trouve que sur la Corse du Sud et la Corse du Nord, et enfin les 3 régions de Corse. Et ça représente donc 30% des transactions premium sont faites en Île-de-France et 40% des transactions ultra-luxe en PACA. Et en réalité, même quand on divise ces 3 marchés, 80% des ventes du luxe se situent plutôt dans le marché du premium. Voilà. Je ne sais pas si vous partagez ça ou si quelqu'un a à rebondir sur la concentration. Sinon, j'enchaîne sur la demande. Vous me dites à chaque fois, hein, on est dans une discussion libre. Si vous avez à prendre la main, on y va. Sinon, eh bien, on déroule. Et pourquoi on l'appelle marché résilient? Alors souvent, encore une fois, on en parlait un tout petit peu avant avec nos invités, mais aussi avec Nicolas, où ça n'a pas été si rose que ça, alors qu'on a eu tendance à nous dire ou à entendre que de tout temps, le marché du luxe était sur un petit nuage bien à part et résistant à tout. Peut-être que ce n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, il y a un nouvel indicateur qui manquait et qu'on a trouvé nécessaire de mettre en place, nos équipes data en tout cas, c'est celui de la demande. Donc, nouveauté, on est désormais en mesure de vous livrer l'évolution de la demande sur le marché du prestige et son analyse. Alors, je pourrais rappeler que c'est
chaque demande de contact qui est faite sur nos sites correspond à un chiffre. Voilà la mesure, voilà en tout cas le sourcing ou les indices d'évolution, comment on les calcule. Et on voit que dans une moindre mesure, la situation économique des dernières années semble quand même avoir impacté la demande du luxe depuis fin 2022, mais elle semble se reconstituer, puisqu'on voit bien que le marché traditionnel, depuis le dernier trimestre de 2024, se reconstitue en stock et en business, et le prestige encore un peu plus. Moi, je peux vous poser une question là-dessus sur est-ce que vous partagez ça? Est-ce qu'il faut nuancer? Qu'est-ce que vous avez envie ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette demande qui se reconstituerait, par exemple? Alors, je pense que vos courbes sont tout à fait exactes. Elles représentent bien le marché tel qu'on l'a connu depuis 2024. Ouais, ouf. Et du coup, le thème de la présentation est tout à fait juste, c'est-à-dire de la résilience à la réinvention. Ça veut clairement dire qu'on a découvert le mot résilience en 2023-2024 avec des vraies difficultés qui touchaient l'immobilier dans sa globalité. Et assez vite, il a fallu qu'on se réinvente pour justement aller chercher cette demande qui était plus faible en nombre, plus exigeante aussi en termes de services ou de recherche. Et donc, il a fallu vite de passer de l'un à l'autre, mobiliser les équipes dans cette période qui n'est jamais une période simple, hein. On sortait du Covid, qui était quand même une très, très belle période pour l'immobilier, sachant que la réinvention entraîne aussi l'implication des nouveaux outils, l'IA, tout ce que vous allez dérouler après, qui viennent perturber et même plutôt abonder dans nos métiers traditionnels. Ok, très clair. Alors, Delphine, Jean-Luc, vous êtes libre. Hein. Oui, de notre côté, nous, effectivement, on a bien vu une chute de contact qui a été relativement importante, mais par contre, les contacts que nous avons sont très qualifiés, et donc ce sont des acheteurs qui sont vraiment demandeurs de biens et qui ont aujourd'hui une offre sur le marché, puisqu'il y a quand même une augmentation de l'offre avec des biens de qualité sur le marché. Et donc, globalement, effectivement, on a bien vu cette baisse de l'offre qui est en train de remonter dans la demande, là, mais avec des acheteurs donc, qui restent présents et qui nous permettent quand même de faire de belles transactions. On peut en profiter. Alors, Delphine, je vous laisse enchaîner, hein, mais en même temps, comme on a des questions qui sont dans l'audience, j'en profite, je remets une question au milieu qui est: quelle est la part des étrangers dans cette demande, dans l'offre ou la demande d'ailleurs, et je rajouterai, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Non. Quelle est la part d'étrangers dans cette offre? C'est une question qu'on nous pose. Voilà. Alors, oui, souvent, moi je nuancerais quand même sur l'attractivité, parce que oui. Je crois que comme on est principalement présent, je vais parler pour Paris et sur la Côte d'Azur, on est sur des zones qui sont quand même très, très prisées. Les chiffres que vous montrez sont des chiffres plutôt nationaux. Nous, cette attractivité, si vous voulez, ne s'est jamais démentie, même en 2024. Hein, le nombre de visites, j'avais sorti des chiffres rapidement avant de venir, mais on est sur le premier semestre 2024 par rapport à 2023, effectivement, sur une tendance ascendante en visite. On a plus 14%. Voilà, donc il y a quand même, je crois, un intérêt, une véritable appétence pour l'immobilier qui, là, pour le coup, n'a jamais disparu, selon moi. Voilà. Alors ensuite, les étrangers, bien sûr, vous avez beaucoup d'étrangers, enfin en particulier, c'est vrai que représentant en France un groupe international, on a, je pense, une forte proportion d'étrangers dans notre clientèle. On va en parler un petit peu plus tard. Oui. C'est une structuration de clientèle qui ne fait qu'augmenter. Nous, en termes de transactions, on va être autour de entre 30 et 35% à Paris et entre 50 et 60% sur la French Riviera. Donc, effectivement, les étrangers sont là, ils sont présents, ils sont curieux et donc ils viennent nous voir aussi pour ça. On a quand même un territoire exceptionnel. Et voilà, il y a un phénomène français. Avoir un petit bout de France, ça reste quelque chose de très attractif. Un petit bout de Paris, son petit Paris à soi, ou son petit cocon sur la Riviera. Je crois que ça ne cessera jamais d'attirer. On va ressouligner tout à l'heure, quand on va parler des régions, on va bien regarder deux choses quand on va parler d'étrangers, entre guillemets, quels sont les pays éventuellement d'où viennent nos acquéreurs, ça c'est très bien, et nos vendeurs peut-être. Aussi, quels sont nos pays concurrents, avec qui on est en concurrence à chaque fois, surtout quand on est dans des zones frontalières comme Nicolas, ou enfin
comme tout le monde d'ailleurs. Et puis, est-ce que Jean-Luc, tu ne voulais pas réagir là-dessus ou est-ce Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que plus que on a aussi bien sûr une clientèle étrangère, notamment européenne, mais on a surtout, nous sur nos marchés, on a des résidences qui sont des résidences plutôt familiales et donc on a une clientèle très importante de Français expatriés qui veulent un point de fixe en France et qui donc achètent une résidence secondaire sur nos côtes pour y passer des vacances quand ils reviennent l'été. Ça aussi, on va évoquer à un moment donné le comportement sur l'offre notamment entre les résidences principales et les résidences secondaires, puisque ça peut ne pas être le même comportement, notamment sur les prix de vente, sur la rotation, etc., etc. Il y a un autre thème quand on parle de demande qui est important, c'est certainement les prix. Je pense que ça va être le sujet d'après, ou presque. En tout cas, oui, c'est le sujet d'après. Là aussi, j'aimerais bien avoir votre écho sur marché de prestige n'a pas été épargné par la baisse d'activité 2024, peut-être jusqu'au dernier trimestre, mais ça va dépendre des marques et des régions. Mais intéressant, encore une fois, ces deux chiffres-là pour un petit peu se faire une idée de ce que ça représente. Mais en tout cas, sur le marché global, le marché 2024 a perdu près de 90 000 transactions. Okay, ce qui représente 9 000 transactions côté prestige, par exemple. Okay, donc, cette 9 000 ventes-là, je ne sais pas si on peut faire une projection comme ça, mais donc ça a baissé beaucoup plus fort sur le prestige, presque 3 fois plus que sur le résidentiel en proportion. Puisque vous voyez, on a perdu ces 21% des ventes par rapport à 2023, c'est-à-dire 9 000 transactions, qui sont, semble-t-il, en train de se reconstituer. Et ça, on verra à la fin 2025. Est-ce que vous partagez ces chiffres-là sur votre baisse d'activité 2024? Est-ce que vous êtes en train de récupérer ou pas? Je vais le découvrir ensemble. Jean-Luc, par exemple. Alors nous, sur ce slide-là, on est tout à fait en ligne, puisque effectivement, 2024 par rapport à 2023, nous, c'était un marché qui était en baisse de 20%. Et là, sur le début de l'année 2025, on est à plus 20. Donc, on est tout à fait sur ces chiffres-là. Voilà, et l'année n'est pas finie, il nous reste encore 3 mois de vente, donc on peut espérer faire une bonne année dans un contexte qui reste quand même contrasté en fonction des marchés. Je ne sais plus qui donnait cette image de le marché du luxe, c'est comme la météo dans l'Ouest ou en Bretagne. Il y a du soleil aujourd'hui, peut-être que dans 1 heure, on ne sait pas. Et dans 4 heures, il fait peut-être à nouveau beau. J'avais bien aimé cette image sur le marché du luxe. Donc, profitant qu'il y ait du soleil, prenons ce qu'il y a à prendre, disait-il. Ce n'est pas moi qui parle. Hein. Je cite celui que je dois citer, mais comme c'est une autre marque, je ne la citerai pas. Mais en tout cas, je trouvais la métaphore sur la météo bretonne intéressante. Vous partagez ça, Delphine et Nicolas, ou vous avez des tendances un peu différentes dans vos organisations, ou ça va sur les volumes? Oui, je partage ce que Jean-Luc a vécu. On l'a vécu aussi en Provence avec effectivement l'année 2024 qu'on connaît. Et puis, depuis le premier trimestre 2025, des nettes reprises, à la fois le stock qui s'est reconstitué, des vendeurs qui ont mûri aussi un peu leur niveau de prix. Donc, automatiquement, ça fluidifie les transactions. Et on a pu faire des très belles ventes, que ce soit à Saint-Rémy, Marseille ou autre. Donc, on est dans ces courbes et dans ces niveaux-là, oui. OK. Alors, nous, on ne va pas observer le même phénomène parce qu'on est quand même beaucoup plus centralisé à Paris, sur la Riviera. Donc là, on n'avait pas moins 20% de transactions. Ce n'est pas des chiffres qu'on constate pour nous. Maintenant, ce qu'on peut quand même peut-être dire, c'est qu'on a fait une très bonne année en Côte d'Azur en 2024. Donc, effectivement, il y a un phénomène sur la résidence secondaire qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'on va pouvoir rencontrer maintenant sur les résidences principales. Et je pense que le marché 2025 est plus un marché qui va se rééquilibrer aussi sur la résidence principale. Donc, voilà. Mais bon, moins 21, c'est trop. Sur 2024. Hein. Ouais. Et sur les prix, donc, du coup, là, c'est intéressant peut-être de confronter aussi, d'ailleurs. Donc, nous, pareil, toujours l'analyse de nos datas, de nos chiffres par rapport notamment à l'ensemble des annonces sur lesquelles on a de la visibilité, bien évidemment. On voit bien qu'il y a des prix qui résistent malgré cette baisse d'activité, puisque sur le marché global, moins 2,5, sur le marché de prestige, plus 0,4 néanmoins. Est-ce que vous partagez ça ou pas du tout? Et encore une fois, on est dans ce type d'exercice en webconférence là entre nous, en totale liberté d'authenticité. Ça veut dire que si pour vous, ça a baissé de moins 5, je ne sais pas, sur le marché du prestige, sentez-vous totalement libre, comme depuis le début, de le dire. Donc voilà, nous, ce qu'on constate. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les prix
sur cette période-là? Oui, moi, je dirais que là, il y a quand même des prix face. Enfin, c'est l'abord facial, en fait. Hein, C'est ça. donc, et puis vous avez encore une fois une vision nationale. Apparaît, c'est pas ce qu'on va constater. En revanche, ce qu'on pourra, enfin, pas vraiment, on va rester sur plutôt de la stabilité plus que de la décroissance. Ce qui est, à mon avis, important de souligner, c'est qu'en revanche, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a sur des biens dits avec défaut, donc des biens qui pourraient être sombres, des biens qui pourraient être voilà, avec des gros vis-à-vis ou en rez-de-chaussée manquant de lumière ou que sais-je. Là, les prix sont un peu plus négociés que sur l'année 2024 et voilà, c'était un petit peu plus tendu. Mais quand vous restez sur du bien d'exception, il y a toujours un marché. En fait. La réalité est vraiment de trouver finalement, n'est pas de trouver des acheteurs au prix. C'est la réalité est d'avoir des biens et de débloquer le marché pour le relancer. Jean-Luc et Nicolas, un point là-dessus, est-ce que vous constatez que ces chiffres sont plutôt dans votre tendance à vous ou différents? Et en effet, ce sont des prix, c'est un prix facial affiché d'annonce. Est-ce que vous constatez ça? Oui, alors nous, effectivement, je dirais la même chose que Delphine. Les prix affichés, les prix négociés sont vraiment différents. On a des offres qui sont assez agressives et des négociations qui sont dures. On constate aussi que là où le marché est reparti, c'est là où les prix avaient le plus baissé, c'est-à-dire à Bordeaux, par exemple. Et là où le marché tarde à repartir, c'est là où les prix n'ont pas baissé. C'est notre exemple à nous, c'est le Cap Ferret, où les prix à l'affichage restent élevés et où pour l'instant le niveau de transaction reste plutôt faible, plutôt en retard. Donc on voit bien cette corrélation. Et après, c'est vrai que les biens qui sont bien situés, un bien en première ligne, un bien avec une vue, il y a des clients et il y a une demande pour ça. Et donc quand ces biens sortent sur le marché, ils trouvent preneur assez rapidement. Et puis, les autres biens, effectivement, si vous avez un appartement à Bordeaux en 3e étage, sans ascenseur et sans extérieur, ça va être plus difficile à vendre. Très bien. Nicolas, même Oui, tendance? je partage les deux analyses. Sur les biens qui sont uniques et donc non reproductibles par nature, c'est plutôt, on sait qu'on a la demande pour le magnifique pied dans l'eau à Cannes, à Saint-Tropez ou ailleurs, on aura l'acheteur assez rapidement. Pour un marché un peu plus global, on s'aperçoit que les mises au prix, en tout cas les mises en vente restent à des niveaux de prix élevés et que les négociations ensuite sont plus agressives, tout comme Jean-Luc le partageait. Je pense qu'on aurait intérêt à que les mises au prix se réduisent un peu et qu'on ait tout de suite une fluidité dans le marché. Là, on a des délais de portage des biens sur des biens dits classiques, hein, on va s'entendre, qui sont, à mon sens, un peu trop longs. Très clair. Alors, dans le chat, on voit que on partage en gros, tout le monde partage ces grandes lignes-là. Si je devais résumer, les prix faciales sont à plus 0,4, mais il y a certainement une moyenne de négociation de l'ordre de 10%. Et en effet, comme vous l'avez tous signalé, si j'ai un bien en rez-de-chaussée sombre ultra défaut, ça ne sera pas moins 10, mais certainement moins 20%. Et si j'ai un bien qui est très demandé avec une offre très rare et sans défaut, ça sera certainement 0% de négociation, voire une hausse des prix. Tout le monde s'accorde sur ces sujets-là, en tout cas sur les prix. Et oui, on vous enverra la présentation, je vois ça à l'écran, vous aurez tout ça. Quelque chose qui nous avait étonné au départ, c'est que cette demande sur l'ultraluxe, je vous rappelle, c'est les 400 ou 500 transactions sur l'ensemble de ces 33 000 transactions, plus sensible aux incertitudes macroéconomiques. On voit bien là, sur l'ultraluxe, moins 12% entre guillemets, comme si, alors évidemment, là, cette réalité n'est pas la même pour tous les segments. On voit bien ultraluxe, luxe, premium. Et tout à l'heure, dans le chat, on nous disait que ce qui était très impacté souvent par les prix, etc., c'était plutôt le premium, qui est le premium du luxe étant le haut de gamme du résidentiel classique, entre guillemets. C'est ça qui se ressemble en termes de comportement. Et en fait, luxe et ultraluxe sont encore deux segments différents. Mais en tout cas, le marché semble ne pas avoir été touché de la même manière ou par les mêmes facteurs que les autres. Enfin, les conditions de crédit aussi ne semblent pas avoir eu les mêmes effets. Alors, est-ce que vous nous dites que les taux qui passent de 1 à 4, est-ce que ça joue beaucoup dans vos secteurs et avec vos clients ou est-ce que c'est la bourse qui est à surveiller de plus près alors que dans le marché résidentiel classique,
les taux, dès que les taux ont commencé à monter et qu'on ne savait plus où est-ce que ça allait s'arrêter, le marché s'est bloqué. Est-ce que vous, ça a une incidence ou quelles sont les incertitudes macroéconomiques qui jouent et qui fait qu'à un moment donné, le marché se grippe? Est-ce que les taux, c'est important ou pas ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? La question me vient comme ça. Alors, je ne plais pas, je change. Non, ça va, allez, je commence. Sur les taux, on n'a pas vraiment de sensibilité taux de la part des acquéreurs. Pour répondre au slide, effectivement, plus on va vers l'ultraluxe, plus on s'internationalise et plus on est sur des clients mondiaux qui, évidemment, ont des intérêts économiques très partagés et qui sont assez rapides pour évoluer dans leur comportement d'achat. Donc, c'est assez cohérent comme courbe et comme stat. Les taux d'intérêt, sauf accident de parcours qui monterait à 7, 8, 9%, sinon, tant qu'il reste dans une zone entre 2 et 4, 4,5, 5, il y a très peu d'impact à part pour la clientèle investisseur qui va chercher du rendement et qui ne pourra plus en trouver puisque le coût de l'argent sera trop élevé. Mais hormis ça, sur un marché tel que nous le vivons, on a peu appel au financement bancaire. Oui, nous, c'est pareil. Effectivement, les taux, sauf peut-être dans le marché résidentiel à Bordeaux, les taux d'intérêt, ce n'est pas le problème majeur pour nos acquéreurs. Nos acquéreurs, ils sont effectivement sensibles aux variations plutôt d'imposition, d'IFI, et ils sont capables d'arbitrer entre la France et notre pays. Donc, c'est plutôt ça qui va driver leur motivation d'achat. Et après, des considérations familiales, patrimoniales. Donc, voilà. Donc, je pense que le taux n'est pas la préoccupation essentielle. Ok. On va en reparler quand on va reparler des régions. Delphine, vous avez un mot? Je dirais que ça dépend en résidentiel, hein, vous l'avez dit Jean-Luc, en fait. Hein, si vous êtes sur Regarde à Paris, nous on a une petite contraction d'admin sur 1 à 3 millions, parce que ce sont des familles qui ont quand même un recours à l'emprunt pour s'agrandir ou pour trouver plus loin. Mais globalement, non, sur l'ultraluxe, ça a un impact vraiment résiduel. Et voilà ce que je peux rajouter, mais je partage ce qui a été dit. Ok. 90%, ça concerne le premium, c'est ce qu'on voit ici, même si. Alors, on peut regarder parce que les chiffres sont tout petits. Hein, et quand on voit très impacté, qu'est-ce qu'on entendait? Ça concerne quand même, ces chiffres sont quand même intéressants. Hein, sur les 9000 transactions, là, alors, c'est moins 8000 transactions en premium, moins 455 dans le luxe et moins 520 toute l'année 2024 hein, sur l'ultra-luxe. Ça veut dire que certainement, l'embellie, Jean-Luc a dit tout à l'heure, plus 20. Vous avez des instituts d'études qui vont dire que le marché résidentiel classique va faire plus 11, plus 12, et le marché du prestige doit faire au moins plus 8, plus 9%. Ça, c'est Xerfi par rapport à 2024. Ça veut dire que normalement, vous devriez retrouver cette perte de transactions 23-24 sur le marché 25-26. Enfin, on peut l'espérer, et en tout cas, ça a l'air d'en prendre le chemin. Et je vois dans le chat tout un tas de questions. La présentation va bien vous être donnée. On va parler de la Provence dans le détail et de la côte atlantique avec Jean-Luc, donc ne vous inquiétez pas. Et on a défini le premium et le luxe, oui, en tout début, parce que certaines viennent de nous rejoindre. Donc vous aurez la présentation et le replay. Est-ce qu'on est OK avec le ralentissement de la hausse des prix s'opère dans tous les segments? Si on ne redit pas ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, ça dépend du type de bien, quand même. Un bien avec beaucoup de défauts ne va pas avoir certainement un ralentissement fort de sa hausse des prix si on est sur un marché très… dites-moi, est-ce que vous constatez ça, vous, aujourd'hui, ce ralentissement de la hausse des prix sur l'ensemble des 3 segments du luxe, c'est-à-dire luxe premium, luxe, ultra-luxe. Avec, on voit sur l'ultra-luxe, plus 5% encore d'augmentation. Est-ce que ça vous parle, ça, sur le ralentissement de la hausse des prix, ou vous ne voyez pas de ralentissement tant que ça, de la hausse des prix? Moi, je plaide plutôt pour une baisse des prix, donc je suis même un peu en décrochage avec le ralentissement de la hausse, mais force est de constater qu'elle existe. Hein. Les données sont plus justes que mon analyse qui est plus réduite. Je pense que ça serait bien de les confronter en fin d'année avec les réels prix des ventes enregistrées, une fois qu'on aura l'écart entre mise sur le marché et vente effective. Ok.
Oui, moi je partage également. On ne parle pas de hausse de prix chez nous. Après, sur des biens exceptionnels, c'est un peu différent, mais du coup, c'est très compliqué d'évaluer une hausse de prix sur un bien exceptionnel parce que par définition, il est unique. Donc, non, on n'est pas sur un marché qui évolue à la hausse. Parfait, très bien. Et le reste, quand ça évolue à la hausse, c'est tellement une niche à l'intérieur de la niche que ça ne représente que epsilon en pourcentage, même si des fois, ce sont des ventes ou des biens spectaculaires, entre guillemets. C'est une toute petite partie du marché. Première partie, on pourrait dire, sur le marché national, évidemment, vous l'avez dit, Delphine, non seulement l'immobilier était une valeur refuge, mais l'immobilier de prestige encore plus. C'est 4% du volume, 17% de la valeur. On voit qu'en résumé, malgré une activité en baisse, les prix de l'immobilier de prestige résistent quand même mieux. Il y a eu une baisse significative, mais que ça repart, et j'aimerais bien entendre du plus 20, du plus 15 partout pour tout le monde, ça serait super. Et qu'on a sur les 3 segments, l'offre et la demande se reconstruisent. Donc, aujourd'hui, sur la météo bretonne, il y a plutôt du soleil, si on voulait reprendre cette image-là. Si on fait un focus à maintenant et qu'on descend un peu plus sur le régional, on a eu beaucoup de questions sur la Provence, des réflexions sur Saint-Tropez et tout ça. Donc, peut-être qu'on peut commencer. Alors oui, on s'est amusé, et encore la liste a déjà changé, de regarder qu'est-ce que c'était dans l'ultra-luxe ou qu'est-ce que c'était dans le luxe. Quelques exemples sur les 2 grandes régions, entre guillemets, qui sont PACA et Paris, région parisienne. Donc, vous avez quelques exemples là sur laquelle la prochaine fois, on vous mettra même des images pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble. Et puis, il y a aussi des ventes plus spectaculaires. Peut-être vous nous en parlerez, mais on voit qu'il y a de la résidence principale, il y a de la résidence secondaire et il y a un autre type de bien dont on parlera tout à l'heure sur des fois des transactions très importantes et qui sont ni de la résidence principale, ni de la résidence secondaire. Ceux qui sont joueurs et qui nous écoutent, si vous avez une idée de ce que j'évoque, ben, vous pouvez le mettre dans le chat. On est chez vous, Nicolas, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce marché du luxe et de l'ultra-luxe à Cannes et dans la région, en tout cas là où il y a vos 4 agences et peut-être plus un jour, je ne sais rien. Mais en tout cas, votre marché à vous, comment vous pouvez nous le décrire, vous qui le maîtrisez bien? Alors sur Cannes, je suis loin d'être un expert puisque pour l'instant, on n'a pas une couverture assez profonde et assez marquée. En revanche, sur le marché de Provence, donc qui est celui sur lequel on opère depuis de nombreuses années, on a plutôt des prix qui ont tendance à se tenir, en tout cas à la mise à la vente, des négociations qui sont fortes, mais qui malgré tout permettent de faire avancer. On a une demande qui est quand même soutenue par des clients étrangers, Europe du Nord, Suisse, Belge, anglais et expatriés, retour États-Unis pas mal. Après, il y a toujours, nous, la connexion avec Paris, évidemment, hein, c'est à 3 heures en TGV, donc ça fonctionne très, très bien d'avoir une birésidence autour d'Aix, dans le Luberon, dans les Alpilles, ou à Marseille, tout ça, ça commute bien. C'est vraiment la qualité des biens qui va générer la qualité des acquéreurs derrière, en fait. On reste quand même dans une bulle où si vous avez un joli bien, sans parler de biens complètement uniques, mais déjà, si vous avez un bien de grande qualité, la demande est là, qu'elle soit nationale ou internationale, la demande sera là. Alors, ça va prendre un peu de temps, on discutera sur les prix, mais on arrivera à le vendre. Très bien, je pensais que vous alliez nous dire les Bastides d'Aix-en-Provence sont différentes des villas à Saint-Tropez et des Masses dans le Luberon, parce qu'en effet, là, on balaye très vite quelque chose sur lequel il y a plein de typologies d'habitat, plein de types de prix. Comme il y a Cannes à l'écran, et peut-être qu'on peut en dire un mot quand même sur cette ville qui est en totale métamorphose, sur lequel dans les rues de Cannes, ça parle autant asiatique et américain que français en ce moment, qu'il y a eu un plafond de verre longtemps et que ce plafond de verre, il a explosé en termes de prix. Et sur Cannes, on peut dire aussi, sur la région toute proche, hein, on peut dire qu'on a un sujet avec… alors vous l'avez dit, hein, c'est les mêmes types d'étrangers, Nicolas, qui arrivent. Il y a peut-être du suédois et du danois autour de Cannes aussi. Et on n'a pas de soucis, mais on a certainement des acheteurs de Monaco qui, à 80 000 € du mètre carré,
sur la frontière de l'autre côté vont venir s'acheter un petit pied-à-terre. Et Mhm. on a de l'autre côté l'Italie qui nous fait concurrence fortement. Peut-être qu'on peut dire Milan et Rome, avec quasiment pas de droit de succession, une fiscalité plus avantageuse qui pour, je ne sais pas si c'est les ultra high net worth individuals, vont aller pour des histoires de succession notamment, aller peut-être vers l'Italie, quoi. Parce qu'on est loin du ballon sur la politique, sur la fiscalité, les droits de succession. Voilà ce que j'ai comme souvenir de Cannes. On y était il y a une quinzaine de jours avec un panel de chez vous, d'Engel d'ailleurs, et Nicolas y était aussi. Parfait, on passe à une autre région. Mhm. Ah bah, c'est toujours chez vous. Mais en tout cas, ça, c'était les destinations des acheteurs. Donc, on voit bien que sur là, il y a plus 6% de contacts sur les biens en Alpes-Maritimes chez nous, hein, plus 16% de visites sur les biens en Alpes-Maritimes, alors que c'est 10% seulement au national, et 170 visites par mois. C'est-à-dire que oui, évidemment, c'est une région très attractive sur laquelle il y a du volume, de l'appétence pour plein de raisons que tout le monde connaît évidemment sur ces régions-là. On se fait un petit focus avant l'Aquitaine ou la côte atlantique sur l'Île-de-France, qui concerne quand même 20% de l'offre de prestige en France. Et oui. Des remarques, Delphine? J'avais pris des petits chiffres. Effectivement, nous, par rapport sur le premier semestre 2025, si je compare au premier semestre 2024, on a effectivement une reprise d'activité qui est assez nette. On a une augmentation du nombre de visites de 18%, 41% de demandes d'estimation et 43% de chiffre d'affaires sur promesse de vente. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, sur Paris et la région, une attractivité qui ne se dément pas et qui repart vraiment sur la résidence principale. Est-ce qu'il s'agit de 43%? Je ne saurais pas vraiment le dire, mais voilà, pour nous, en fait, la problématique aujourd'hui n'est pas, comme on le dit, de trouver des acquéreurs. Les acquéreurs, on les a. C'est vraiment de trouver les biens. On est sur un marché qui est un peu compliqué pour ça. Alors, je dirais qu'il y a deux tendances sur ce segment. C'est vraiment une recherche de l'exceptionnel, une recherche de l'expérience. C'est-à-dire quand vous avez des acquéreurs à 30 ou 40 000 euros du mètre carré, voilà, on va chercher des éléments et des prestations hors normes. Donc, ça va être des salles de cinéma privées, des piscines intérieures, des rooftops, etc. Vous voyez, là, par exemple, on a vendu dans le 16e un hôtel particulier de 1000 mètres carrés à une famille royale qui a refait complètement du sol au plafond par Fendi, les meubles inclus, son écrin en fait. Hein. Donc c'est vraiment un objet, une expérience de bout en bout. La deuxième chose que je vois quand même intéressante de souligner, c'est que on n'est plus dans une logique où des gens vont investir avec 1 ou 2 ans de travaux. Hein. Ça, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, on prend, on achète son bien, presque pour le consommer, on pose ses valises et on avance. On avance en ce sens-là et c'est vraiment les biens qui sont très, très plébiscités. Et puis, la troisième chose que je dirais sur Paris, c'est effectivement toujours, là, je vous donne un exemple, sur les 10 dernières transactions à plus de 3 millions d'euros, dans 7 cas sur 10 sont des étrangers, sont des nationalités étrangères. J'ai regardé, on a effectivement 30 nationalités différentes l'année dernière en termes d'acquisition. Et là, on a toujours beaucoup d'Américains, les nationalités que Nicolas a évoquées. Donc, et du Moyen-Orient aussi. Alors, Moyen-Orient aussi, énormément. Beaucoup de Dubaï avec les... Alors, d'abord, Paris a toujours été, depuis au moins 30 ans, un marché de pénurie. Je vous rappelle qu'on ne construit plus à Paris. Il y a une appétence très forte pour cette marque qui est Paris et pour cette ville, qui peut être très critiquée quand on est en France, là, mais qui, vu de l'extérieur ou de l'étranger du monde entier, rayonne encore pas trop mal. Ce n'est pas la numéro 1, mais c'est pas trop mal placé. Idem pour Neuilly, Saint-Germain, qui sont des marchés en pénurie aussi, où il y a de toute manière une demande qui est supérieure à l'offre. Donc voilà. Et je réponds juste en direct avant de passer sur la côte aquitaine à, je crois que c'était Chris ou C2, je vois écrit. La maison à Cannes vendue à 55 millions est toujours disponible. Alors non, cette maison à Cannes, si vous parlez de la villa Bagatelle qui s'est vendue 300 millions, c'est le troisième cas de figure. Ah ben voilà, c'est ça le troisième cas de figure dont je parlais. C'est ni une résidence principale, ni une résidence secondaire, puisque ça a été acheté par LVMH pour faire vivre une expérience client, on en parlera tout à l'heure, différente à ses clients pour les accueillir, entre guillemets, et quand même certainement faire du business. Mais en tout cas, non, elle a été vendue
elle a été vendue, elle est propriété d'LVMH. Normalement, ça a été vendu il y a quelques mois, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit à nouveau à la vente, sauf si je me trompe, mais on verra et on corrigera. Enfin, Jean-Luc, côté Atlantique, un marché plus clairsemé, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors nous, on a une particularité sur le marché, effectivement, c'est que on a une espèce de trou dans la raquette. On a le marché des biens qui sont inférieurs à 1,2 million, qui est un marché très actif, et puis un marché des biens au-delà de 3 millions, qui est lui aussi un marché très actif. Et entre ces deux fourchettes, on a vraiment un creux qui peine à repartir, et qu'on a du mal à expliquer en fait pourquoi on n'a plus beaucoup d'acheteurs dans ce créneau-là. Notre clientèle, nous, ce sont des clients qui recherchent une résidence secondaire essentiellement familiale. Donc, c'est une clientèle de chefs d'entreprise, de retraités, une clientèle d'expatriés, j'en parlais tout à l'heure, et aussi une clientèle européenne, donc plutôt européenne de proximité, donc des Belges, des Suisses, des Allemands, des Anglais, voilà, qui viennent dans la région pour les vacances. Et aujourd'hui, donc, le marché qui peine à repartir, c'est le marché qui est dans cette tranche intermédiaire entre 1,2 million et 3 millions. Mais on a bon espoir, puisqu'il n'y a pas de raison que cette partie du marché ne reparte pas. Et donc, globalement, on fait quand même plutôt une bonne année. Et donc, on va peut-être atteindre des ventes records cette année sur la côte atlantique. Très bien. Alors, j'avance un peu parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes. En gros, on a quelques sujets. Donc, j'avance un peu. Si vous avez envie de mettre des compléments, donnez des compléments. Mais on ne peut pas tout traiter immédiatement sur l'ensemble de ces sujets-là. On avait été encore ambitieux puisqu'on avait, vous avez tout à l'heure, on a dit d'où viennent les acquéreurs, quelles sont les fortes attractivités des villes. Delphine, je ne sais pas si vous avez le même classement que nous ou pas. Mais en tout cas, nous, ce qu'on constate pour les ultra riches en français, entre guillemets, voilà quelle était l'attractivité sur cette fin 2024, en tout cas, avec Madrid qui arrivait en tête, Dubaï, Miami, Monaco, Milan, Paris qui était en 6e position et qui restait une valeur sûre et qui était celle qui continue à progresser d'ailleurs. Vous avez ça à peu près, vous? Alors, un peu différemment. Ce sont des chiffres internationaux sur les villes qui sont les plus attractives aujourd'hui. Moi, je retiendrai qu'effectivement, dans le classement, disons qu'il y a quand même une recherche sur tout ce qui est attractivité quand on investit, aussi de sécurité. Donc là, dans le classement, on voit, moi j'aime bien regarder cet indicateur-là aussi, on le suit en fait en termes de spéculation immobilière, de surveillance en fait de tout ce qui peut être bulle immobilière. Il y a des villes dans le top 5 des investissements qui sont aujourd'hui moins bien classées que Paris, par exemple, en termes de sécurité d'investissement. Je pense au classement UBS de 2024. Donc voilà, donc pour moi, la valeur sûre, Paris, c'est certain. Paris, Côte d'Azur, vous ne pouvez pas vous tromper. Sur Madrid, sur Dubaï, voilà. Moi, je ne veux pas démentir ce classement, on le vérifie dans nos chiffres à l'international, mais je crois quand même que cette recherche de sécurité dans l'investissement est quand même quelque chose à surveiller vraiment pour la suite, et je pense qu'on a de très bons atouts pour ça. Ok, j'avance sur les perspectives. Vous savez, c'est toujours, alors je ne reparle pas de la météo encore une fois là, mais qu'est-ce qui peut faire à un moment donné que ça part fort en croissance ou au contraire les demandes et les mises en vente se ralentissent. Toujours ces incertitudes géopolitiques, financières. Alors pour les taux, c'est un peu moins vrai ici, mais on le voit que pour l'Italie, quand il n'y a pas de frais de succession, c'est sacrément pas bon pour nous, entre guillemets. Et puis les politiques, notamment les politiques fiscales en France, qui sont encore floues, pour certains un peu repoussantes, entre guillemets. Je ne sais pas comment ça influe pour vous. Qu'est-ce qui bouge quand il y a une dissolution de l'Assemblée, quand il y a une annonce sur un statut de bailleur privé qui arrive? Est-ce que ça influe un type de clientèle pour vous, ces incertitudes, ou est-ce que ça passe? Non, ça influe directement, enfin, la dissolution, sauf si on en prend l'habitude. Mais en tout cas, la première dissolution qu'on a vécue l'année dernière, effectivement, elle a figé les positions de beaucoup d'acteurs.
ça a reporté en fait les ventes que, à mon avis, on réalise maintenant. Ça veut dire qu'il y a eu une période un peu d'attentisme, d'hésitation. Néanmoins, les projets ensuite prennent corps, donc on les réalise, mais ça a quand même bloqué un peu le sujet pendant quelques mois. Oui. Et moi, de mon côté, si j'avais un conseil à donner à nos politiques, ça serait surtout de leur dire, surtout ne faites rien. Nos acquéreurs, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de certitude. Et donc, tout ce qui se fait dans un sens, on défait, c'est jamais bon pour rassurer nos acquéreurs. Et donc, il faut vraiment redonner de la visibilité à nos clients sur le marché de l'immobilier. En général, ils suivent tous nos replays et parfois ils sont en direct. Alors j'espère qu'ils nous entendent et on va voir ce que ça donne, ce statut de bailleur privé, si c'est suffisant d'ailleurs ou pas, et qui n'est pas encore de toute manière entériné. Mais bien évidemment qu'il y a des choses à régler et ce n'est pas maintenant qu'on va le faire, bien sûr, bien qu'on participe, vous savez, nous, modestement, mais en tout cas, mais avec beaucoup d'enthousiasme, à quelque chose qui s'appelle le Club des penseurs, où on se réunit tous les 2 mois avec des acteurs économiques de l'ensemble des syndicats, des ministres du logement, alors il y en a eu 7, je crois, ou 8 ces dernières années, pour essayer en tout cas de proposer des solutions pour débloquer la situation, mais j'espère que la tendance va un peu changer, en tout cas au moins sur le bailleur privé, mais que je ne sais pas si avant les élections présidentielles, il y aura des grands changements, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. On voulait aussi ouvrir un tout petit peu la fin de cette webconférence sur c'est bien là, la pépite immobilier qui nous dit dans le chat comment valoriser les biens, attirer les clients et faire un beau storytelling. On est un peu dans le sujet qui est comment alors on va passer en revue quelques inspirations sur comment répondre aux principales exigences de votre clientèle. L'attirer, c'est bien, lui vendre, c'est mieux, et la fidéliser derrière en faisant différemment des concurrents et en mettant quelques stratégies ou quelques idées en place. Alors, on a essayé comme ça de vous en proposer quelques-unes sur le nouveau rapport à la propriété, les nouvelles attentes, comment se démarquer des confrères ou des concurrents. En tout cas, on voit bien qu'il y a des attentes qui sont souvent, qui viennent d'ailleurs de l'ensemble des métiers du luxe, pas seulement de l'immobilier, sur lesquels on peut, pas réfléchir, mais en tout cas les noter et voir ce qu'on en fait, si ça a un impact fort ou pas. Alors, on n'a pas tout mis, mais on a essayé de vous présenter une sélection en disant, tiens, il y a 5 clés qui peuvent être intéressantes à surveiller. Voyons voir comment, suite à ces clés identifiées, ça c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec un cabinet qui s'appelle Nelly Rodin notamment, sur, tiens, on parle d'intelligence artificielle toute la journée, cet allié-là humain sur le marché de l'immobilier de luxe. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Alors, on le décrit comment? On dit, oui, je peux faire des recommandations ultra personnalisées. Alors, c'est, encore une fois, dans l'immobilier et hors immobilier. Je peux rentrer dans une grande maison de luxe de maroquinerie et parce que j'ai déjà été client, dans le CRM est annoté tout mon parcours mondial de ce que j'ai acheté et je peux avoir un accueil totalement personnalisé. On va vers là, entre guillemets. L'automatisation des tâches à faible valeur et les assistants virtuels ou les conversations en temps réel, même WhatsApp, assistées par l'IA. Vous, l'IA, comment ça résonne dans vos organisations? Comme si je disais, moi, j'avais constaté 2 grandes écoles dans vos maisons, pas un grand écart, mais comme s'il y avait les fous furieux de l'IA à toutes les sauces, même quand ça se voit, quand je retravaille des images, et les quiet tech, entre guillemets, c'est-à-dire, oh là là, il ne faut surtout pas que ça se voit, il faut que ça soit vraiment un allié, une boîte à outils, mais ce n'est pas ça notre sujet principal. Quand je parle d'IA, ça vous dit quoi à vous, dans vos marques ou dans vos agences? Moi, ça va plutôt être la deuxième version que vous avez évoquée. Ah oui, alors Nicolas et après Delphine. Ah, pardon, Delphine. Ou Delphine et après Nicolas. Comment on fait? Comme vous voulez. Delphine, à vous l'honneur. Delphine, allez, c'est parti. On ne doit pas se battre, Nicolas. Mais oui, non, nous, l'idée, c'était, c'est quelque chose sur lequel le groupe investit beaucoup, mais dans une logique très, très particulière, c'est vraiment de tenter des choses nouvelles en termes d'expérience client, de vraiment proposer des expériences différentes pour des publics qui cherchent, comme on l'a dit, à vivre quelque chose de même différent. C'est-à-dire qu'ils sortent d'une transaction simple, ils veulent vraiment, c'est imaginer des personnes qui ont tout,
et donc qui sont avides en quelque sorte de nouveautés et d'expériences qui soient nouvelles. Et je crois que là, le champ des possibles avec l'intelligence artificielle est immense en réalité. Voilà. Alors, on va reparler de l'expérience client. Nicolas, je vais vous donner la parole. Et dans les gens, alors que ce soit les ultras ou les autres, ont déjà vu beaucoup, ont tout vu, ont besoin d'être surpris. Je ne veux pas oublier du money can't buy, quoi, c'est-à-dire je suis invité à déjeuner avec le fondateur d'une grande marque de luxe, immobilière ou pas. Ça n'a pas de prix. Et il y a des choses que je peux faire qui n'ont pas de prix, même pour des gens qui ont vu beaucoup de choses. Nicolas, je vous laisse la parole. Alors oui, sur le point 1 qui est l'IA, nous, en interne chez FEO à Paris, on l'intègre essentiellement pour faire monter en compétence les collaborateurs, pour qu'ils aient vraiment une assistante personnelle qui répond quand même avec vérité sur 90% de leurs problématiques. Et l'idée, je rejoins tout à fait Karine, l'idée, c'est pas de faire différent des confrères, mais de faire très individualisé sur le client. Parce qu'effectivement, c'est une population qui a les moyens d'acquérir tous les objets qu'ils souhaitent. L'idée, c'est donc bien de les surprendre avec des moments marquants, avec des invitations, avec des souvenirs particuliers qu'ils ont pu ressentir pendant leur parcours d'acquisition ou pendant leur location saisonnière, puisque c'est aussi un des axes qu'on développe sur Saint-Tropez. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment aller chercher l'IA pour qu'elle nous aide à être meilleurs et ensuite être plus proche de nos clients dans la personnalisation du service. Ok, je dois avancer un peu, Jean-Luc, oui. Mais vous pouvez vous exprimer pendant que j'avance. Très bien, pour nous, c'est effectivement aider nos collaborateurs à automatiser certaines tâches et à pouvoir mieux se cibler sur ce qui est important pour le client et comment on va pouvoir effectivement répondre à ses demandes et à ses sollicitations. Là, on est dans le cœur de ce que vous avez commencé à dévoiler, c'est le point numéro 2 de la clé, même si je vais aller un peu vite. On va voir comment ça se concrétise concrètement, la pépite immobilière. Mais en tout cas, là, on est dans l'expérience client, le vendeur ou le grand vendeur ou le top vendeur et client. Mais on voit bien que la relation de confiance, la relation personnalisée, l'accompagnement sur mesure, alors ça peut paraître des mots, mais dans la réalité, ça se passe quand c'est bien fait vraiment comme ça. Mais en tout cas, on va vers cette hyper personnalisation, vous l'avez évoqué à demi-mot, vers une expertise de l'écosystème. Ça traduit, on pourrait dire, est-ce que mon grand vendeur, enfin mon vendeur ou mon spécialiste de l'immobilier de luxe, non seulement on n'achète pas qu'un bien, on achète de l'émotion, de la sécurité financière et puis une histoire du bien, et puis on achète du pratique aussi. Hein. Je suis bien content quand il y a des clubs de business dans mon business, là où j'achète, quand il y a l'école de tennis numéro 1 qui est bien reconnue, le meilleur golf. En tout cas, il y a du lifestyle et de l'art de vivre, mais le vendeur immobilier prestige maîtrise son écosystème. Ça veut dire qu'il maîtrise le bien, mais aussi les entreprises du coin, les architectes du coin, peut-être une conciergerie, les bonnes boîtes de travaux, les bons restaurants, le marché dans tous les sens. Mais en tout cas, il y a cette maîtrise-là et cette attente-là de l'expertise. C'est pour ça qu'on oppose savoir-être, savoir-faire en français, là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se joue sur le soft skills que je viens d'évoquer. Et bien sûr, j'ai les outils qui vont bien. Mais c'est ça l'ultime relation. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez vous traduire ça ou comment ça se traduit. Si vous pouvez ajouter quelque chose pour la question qu'on nous pose, comment ça se déroule concrètement. Mais en tout cas, il y a un enjeu très fort là sur l'ultime relation ou l'hyper-personnalisation et expertise de l'écosystème de la part de celui qui vend l'immobilier de prestige. Ça fait écho chez vous? Oui, c'est vrai que nous, on doit être disponible à 100% pour nos clients. Donc, on est là à leur service, on est là pour leur faciliter la vie, pour leur faciliter leurs vacances. Et donc, on est disponible l'été 24 heures sur 24 quand ils sont là. Il n'y a pas de doute. Dès qu'ils ont besoin, dès qu'ils ont une question, qu'ils ont besoin d'aide, on est là. Et puis aussi, nos clients sont en vacances. Donc, on aime aussi les retrouver. Et donc, on est mécène dans chacune de nos agences sur des festivals de musique, sur des réceptions culturelles où on va retrouver nos clients, on les invite. On fait des soirées VIP où ils se retrouvent
entre clients où ils peuvent discuter, se créer aussi un réseau de relations sur place. Et donc, on est attentif à tout ça pour être à la fois dans le domaine, on les aide à passer de bonnes vacances, en fait. On est là pour les aider à régler les problèmes et aussi pour les distraire. J'aime bien l'idée, Raphaël Meffray, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'aime bien l'idée de la conciergerie et du job des clés d'or. Et en effet, a fortiori, Jean-Luc, pour vous, mais ça va être pareil pour Engel et pareil pour Nicolas, vous avez des activités de conciergerie aussi, parce que vous avez des gens qui font, des clients, pardon, qui font gérer leur résidence toute l'année, mais qui ne sont pas toute l'année. Et il y a ce lien de proximité, cette demande de service qui est aussi permanente et qui, enfin, voilà, OK pour tout le monde? Alors, il nous reste très peu de temps et on balaye des lieux. Là, j'ai envie de dire, de relier ce que disait Jean-Luc. Nicolas, n'hésitez pas à m'interrompre. C'était comment mon lieu de vente, entre guillemets, devient un lieu identitaire différent. Et certains, en effet, vont inviter leurs clients à des soirées, vont faire une agence ou un lieu très joli avec un concept architectural. Peut-être que c'est le dernier la dernière création de chez Engel à Paris, par exemple, mais il faut que ça soit joli, intéressant, attractif. Je peux faire venir mes clients pour autre chose, comme disait Jean-Luc, je les fais se rencontrer. Peut-être que je leur fais participer à une exposition, à un rallye automobile avec des visites de biens off-market. Enfin bon, le champ est large. Mais ça, il y a un petit sujet aussi qui n'existe que dans l'immobilier de luxe et le luxe, qui peut être l'hôtellerie ou d'autres sujets. Je vais vite là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez envie de donner votre expérience, que je sais que vous faites plein de choses, mais on a un peu dépassé le temps en vérité, et il nous reste 3 minutes pour tout faire, avec le point 4 qui est un point qui est déjà évoqué. Donc ça, c'est assez simple, cette histoire d'expérience ultra personnalisée, clé de la fidélisation, avec les espaces VIP, les rendez-vous privés, pas que l'off-market d'ailleurs, les services de conciergerie dédiés. Vous disiez, Jean-Luc, qu'ils sont en vacances. On a vu des agences immobilières de luxe inviter leurs clients à prendre l'apéritif et à faire des parties de pétanque. Enfin, tout est possible, quoi, à un moment donné. Hein. En tout cas, on est dans adopter cette approche individuelle. Et en effet, de l'intention à l'action ou c'est joli sur ce qu'il faut faire et je le fais en vrai. Parfois, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, là, il y a des attentes très fortes sur cette clientèle exigeante qui sont sur cette expérience ultra personnalisée. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites pour vos clients d'ultra personnalisé, même si on a déjà évoqué 2-3 trucs. Et coupez-moi la parole si à un moment donné, vous avez un truc à dire qu'on n'a pas dit, mais je dois terminer absolument en 2-3 minutes. Mais sinon, Delphine, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, nous faisons ce que vous venez de magnifique, super. Le dernier point, pourquoi je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, c'est que tout à l'heure, on disait, alors il y a 4-5 clés, mais il y a une clé qui est, j'attire des clients, comment je les fidélise et comment je fais qu'ils ne viennent voir que moi maintenant, que ma marque, quoi, le rêve de tout le monde. Donc, le membership ou le club d'ambassadeurs ou la création de communauté, on voit que c'est un vrai sujet qui est bien au-delà de la fidélité. C'est comment faire entrer dans un set de privilégiés autour d'une même marque et de valeurs communes et d'art de vivre commun une clientèle pour mieux la fédérer et la fidéliser, proposer des trucs attendus que chez vous, en intégrant technologie et humain. Voilà cette idée de créer le lien d'appartenance. Je vous laisserai dire un mot là-dessus, si vous en avez envie, et puis je conclurai, parce que j'y suis obligé. Je pense que vous avez très bien résumé à la fois ce que les agents immobiliers sur ce créneau-là doivent faire et les attentes des acquéreurs. Donc, on s'inscrit pleinement sur le point 4, le point 5. Il n'y a pas de limite à l'imagination pour personnaliser le service. À partir du moment où vous connaissez votre client, ou en tout cas votre tissu local, vous allez essayer de mettre en œuvre tantôt une expo de peinture, tantôt une invitation à Roland-Garros comme on a pu le faire cet été. Enfin voilà, tout est une question de réflexion et pas forcément toujours de moyens. Il faut se reprendre en fait, finalement. Mais tout le monde a envie de se réinventer, les agences, les clients, tout le monde aime ça. Et puis la convivialité, je trouve, reste quand même quelque chose aussi qui… Oui, puis ça devient nécessaire, en tout cas, c'est attendu. Pourquoi je vous bouscule un peu? Parce qu'il est 15h00 et donc ça veut dire qu'on est en train de conclure. Donc peut-être que je vous laisse, si vous le souhaitez, le mot de la fin en 3 secondes chacun.
Moi, évidemment, je vous remercie 1000 fois pour le temps que vous passez avec nous à chaque fois lors de ces moments-là, de prendre du temps de partager avec nous vos ressentis terrain. Mais je vous laisse dire un petit mot de saluer notre audience et dire un mot de conclusion pour chacun d'entre vous, et puis on conclura. Merci à tous, donc, pardon, je commence. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Toujours ravi de collaborer avec Beldomer et j'espère qu'on a répondu aux questions, ou en tout cas qu'on a apporté un éclairage pertinent. Oui, effectivement, on vous remercie beaucoup de cette invitation. On a été effectivement très, très heureux de partager ça avec vous. Nous restons à votre disposition si vous avez l'occasion de venir sur la côte atlantique. Et bien entendu, on vous souhaite de belles vacances. Parfait. Delphine, le mot de la fin. C'est dur le mot de la fin. Moi, je rajouterais que voilà, nous avons la chance d'habiter un pays très attractif. Voilà, en 2024, c'est 100 millions de visiteurs internationaux. Il y a eu les JO, il y a eu Notre-Dame et il y a eu beaucoup d'autres choses. Et c'est plus 7% d'unité pour l'Amérique du Nord et 40% pour les Chinois, 20% pour les Japonais. Et donc, je vous dis, bravo, l'immobilier va repartir et repart. Et nous sommes très, très bien équipés pour y faire face. Merci Delphine, merci à vous tous. On garde comme conclusion pousser la partie expérientielle, c'est ce qui va créer expérience durable, différenciée et mémorable pour vos clients. Et on se donne rendez-vous à la rentrée sur certainement un gros point marché général. Donc surveillez vos invitations et tout ça. Et j'essayais de passer les différents slides. Voilà, très bien. Vous pouvez retrouver, alors cette présentation, vous allez la voir. Et puis concernant le luxe, je vous invite à regarder chaque fois avec le collaborateur Beldemer ou Luxe Résidence si vous avez besoin d'informations évidemment complémentaires, des infographies, la newsletter qui va arriver bientôt. Donc merci à tous et bonnes vacances et bonnes affaires dans le sens que vous voulez. Merci, au revoir. Merci Nicolas, merci beaucoup.